Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'intelligence artificielle organisé par Educarté. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Valentin Sanouillet, qui est donc professeur d'histoire-géographie au Collège du Larzac de la Cavalerie, et Perrine Gouriot, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée Victor Duruy de Bagnères de Bigorre. L'idée aujourd'hui, c'est qu'ils vont pouvoir vous faire une présentation des séances qu'eux ont organisées avec leur classe autour de l'intelligence artificielle, en vous expliquant un petit peu ce qu'ils ont mis en place, les ressources sur lesquelles ils se sont appuyés, parmi lesquelles les ressources d'Educarté. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est Educarté, c'est donc la ressource pédagogique de la chaîne Arte pour le collège et le lycée. C'est une ressource qui est disponible sur abonnement des établissements. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site ou bien écrire à l'adresse contact@educarté.fr que je mets tout de suite dans le chat. Je précise donc que vous voyez, vous ne pouvez pas activer votre micro et votre caméra. Par contre, si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à les inscrire dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Et puis ensuite, moi, je vais fermer mon micro, fermer ma caméra et puis laisser la parole à Perrine et à Valentin qui vont pouvoir donc vous parler d'intelligence artificielle pendant une petite heure. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette webinaire d'Educarté. On va essayer de vous présenter ça avec Perrine. Perrine, je ne sais pas si tu voulais dire bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Donc, pour ma part, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser en collège et pour Perrine, ce sera plutôt en lycée. Voilà. Donc, la question, c'était comment les ressources d'Educarté permettent-elles d'avoir une analyse critique des IA? Donc, l'intelligence artificielle, on va en parler un petit peu, mais c'est un sujet qui est très vaste. On ne va pas pouvoir aborder tous les points. On abordera certains points, notamment l'aspect critique. N'hésitez pas à rajouter des questions dans le chat s'il y a besoin. On essaiera d'y répondre au mieux pendant la présentation. Pour faire rapidement le tour de la question, on va voir en quoi les IA génératives bouleversent notamment le domaine de l'éducation. On verra que ça pose une vraie question d'esprit critique de la part des élèves et des enseignants. Et ensuite, on verra des pratiques autour de l'IA, notamment en EMC et en éducation média et information, avec les ressources Educarté, avec nos classes. Donc, pour essayer de poser un petit peu les termes, le Parlement européen qualifie l'intelligence artificielle comme un outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Alors, j'ai pris cette définition-là parce qu'elle aborde une question qui me paraît intéressante, qui est la question de la créativité, à voir avec les élèves. Il y a une multitude de définitions par beaucoup d'institutions, notamment par la CNIL, qui sont un peu plus cadrées, mais celle-là a abordé des aspects notamment de créativité qui étaient intéressants à voir aussi avec les élèves. Juste pour parler du Parlement européen, ils ont pris en compte cette notion d'intelligence artificielle dans un nouveau cadre de compétences dont je reparlerai tout à l'heure, qui est le Digicomp 2, qui sera appliqué dans l'éducation nationale d'ici peu, a priori. Côté Conseil de l'Europe, donc toujours pour rester sur des institutions européennes, puisqu'on a avec Educarté, l'intelligence artificielle soulève des questions importantes et urgentes. L'IA est déjà parmi nous. Elle change l'information que nous recevons, les choix que nous faisons et la façon dont nos sociétés fonctionnent. Dans les années à venir, elle jouera un rôle encore plus important dans le fonctionnement des gouvernements et des institutions publiques, ainsi que dans la manière dont les citoyens interagissent et participent au processus démocratique. Donc, il s'agit d'un mot de la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, qui explique que l'IA est déjà utilisée et qu'elle nécessite un encadrement pour différentes raisons, notamment des raisons démocratiques et créatives. Donc notamment, moi c'est là-dessus que je me suis axé avec mes élèves sur les questions des biais des IA et des impacts démocratiques, des stéréotypes et autres, avec des quatrièmes. Juste pour revenir un tout petit peu sur cet encadrement de l'IA dont je vais parler après, il y a eu déjà une déclaration à Montréal à la fin des années 2010 sur une IA responsable avec des grands axes de travail, notamment des questions d'inclusion, de démocratie, de responsabilité, d'équité ou de développement soutenable. Donc, je pars de ça avec mes élèves pour voir un petit peu quels sont les différents axes de travail sur l'IA. C'est plus facile à aborder que des textes extraits de textes de loi pour des élèves de quatrième qui peuvent être un peu arides à étudier avec eux. Donc, juste pour revenir sur l'IA dans l'éducation, on a eu un véritable tournant fin 2022 avec l'arrivée de ChatGPT au grand public. Alors, les IA
je le réaborderai après, mais c'est beaucoup plus ancien, mais les IA génératives démocratisées, c'est plutôt fin 2022, notamment autour de ChatGPT. Malgré cela, c'est quand même des outils qui sont beaucoup plus anciens dans des domaines informatiques, mathématiques, algorithmiques. Mais voilà, les élèves l'utilisent majoritairement depuis 2022 et les enseignants aussi. Alors j'entends par IA générative toutes les IA qui permettent de générer des contenus. Donc ça va être génération de texte, génération de vidéos, génération d'audio, génération d'images, essentiellement. Donc grande variété des IA génératives de la part des élèves et de la part des professeurs. Donc la question n'est pas de se poser est-ce que les élèves vont les utiliser, mais les élèves les utilisent déjà. Et la question est de savoir comment on fait pour les accompagner dans ce changement majeur d'outils. Fermer les yeux ne me semble pas la meilleure solution. Donc on a un devoir, nous, en tant qu'enseignants, à mon avis, d'accompagner ces élèves-là vers cette citoyenneté numérique qui prend en compte l'IA. Notamment parce qu'on a déjà des IA génératives qui sont présentes sur les réseaux sociaux, et il y en a notamment une qui questionne beaucoup. Dernièrement, c'est Maya.ai, qui est, je ne sais pas si vous voyez laquelle c'est une intelligence artificielle, un chatbot, qui existe dans Snapchat, et qui est une intelligence artificielle qui est de base intégrée à Snapchat pour les élèves qui l'utilisent, et qui est très difficile à enlever en termes de paramétrage, c'est pas simple, et qui se veut une sorte d'ami virtuel d'accompagnateur des élèves. Et le problème de cette intelligence artificielle-là, c'est que elle pose des questions quant aux informations qu'elle donne. Il y avait un comparatif qui avait été amené aux États-Unis entre des recherches Google et des recherches sur Maya.ai, et qui faisait ressortir beaucoup de contenus complotistes ou non vérifiés. Donc, disons que si les élèves utilisent ce type d'IA, ça pose des questions d'esprit critique. Et donc, il faut les accompagner aussi dans ces recherches-là. Il y a aussi évidemment une remise en cause de la posture de l'enseignant et de ses modalités d'enseignement. Notamment, c'est un sujet qui a fait beaucoup débat parmi les enseignants, c'est la question des devoirs maison rédactionnels, qui pose un vrai souci parce que auparavant, un élève pouvait être aidé par quelqu'un ou faire des recherches sur Internet, mais sur la rédaction de contenu, souvent, ça lui incombait. Là, avec une IA générative de texte, on peut assez facilement générer un texte sur un sujet, même en scannant le sujet pour avoir toutes les informations des documents, par exemple, ou d'une photo. Et l'IA générative peut vous faire une rédaction là-dessus. Rédaction que l'on peut ensuite demander à l'IA de reformuler pour pas que ce soit facilement identifiable par un professeur. Donc on a une vraie question sur les modalités d'enseignement, notamment à la maison. Et côté professeur, il faut aussi considérer que les IA peuvent être des outils qui peuvent nous permettre de gagner du temps sur des tâches un peu rébarbatives ou fastidieuses. Donc voilà, c'est un outil aussi dont on doit s'emparer, à mon avis, de manière critique et raisonnée évidemment, mais dont on doit s'emparer. Alors ça, on le voit notamment au niveau national, puisque l'an prochain, il va y avoir la diffusion d'une IA, d'un assistant virtuel IA pour les élèves de seconde en mathématiques et en français, qui seront corrélés aux résultats des évaluations nationales et qui auront pour but de permettre un apprentissage différencié et personnalisé des élèves avec une banque d'exercices assez énorme. Donc c'est le projet MIA d'Evidence B. Evidence B, c'est une entreprise française qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui a eu beaucoup de prix sur ces projets IA. Et il y avait une phase de test d'Evidence B, de MIA, ces derniers temps. Et je vous ai mis dans le PowerPoint, vous avez un lien cliquable sur un webinaire qui avait été présenté par Evidence B et l'Éducation nationale pour vous présenter l'outil. Pour les collègues de lycée qui voudraient voir à quoi ça ressemble, que vous soyez en français, en mathématiques ou pas, ou juste curieux de ça. Il y a une question dans le chat. Quels sont les IA génératifs qui se basent sur OpenAI et quels sont les autres qui se basent sur d'autres? Et lesquels? Donc OpenAI, c'est l'entreprise qui fait ChatGPT. Et après, elle a une base de langage en LLM, donc qui est utilisée par ChatGPT. Et en parallèle, chaque grande entreprise de la tech, qu'elle soit open source ou non, a son propre LLM. Ça va être le cas pour Microsoft, ça va être le cas pour Meta. Et après, ça va être le cas pour Mistral, par exemple, qui est un équivalent français. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir sur quoi est basé l'IA. Et ça fait aussi partie des questions que doivent se poser les élèves, puisque selon les modèles de langage, on n'a pas exactement les mêmes résultats. Donc voilà, pour l'IA, en fait, elle arrive déjà dans l'éducation nationale, elle est propulsée par l'éducation nationale, donc à nous vraiment de s'en emparer et d'éduquer les élèves. Et à mon avis, dès le collège, puisque dès le collège, ils y ont accès via des réseaux sociaux.
ou par une recherche classique sur Internet. Et là, la grande question qui se pose, c'est le vide réglementaire autour des IA et des établissements. Actuellement, on n'a pas de règlement intérieur qui encadre l'IA. Il y a des expérimentations qui sont menées, notamment dans l'Académie de Toulouse là-dessus ou dans d'autres académies, mais on n'a pas d'encadrement légal sur l'IA. Le seul cadre qui nous reste actuel, c'est le RGPD, donc le régime général de protection des données, qui s'applique à tout le domaine numérique, donc qui s'applique aussi dans l'IA. Ce qui fait aussi que nous, côté enseignants, on doit être très attentifs parce que toutes les IA qui demandent des données personnelles, une inscription ou mettre le nom d'un élève, en théorie, c'est interdit. On n'a pas le droit de les pratiquer. Donc, il faut contourner, il faut trouver des choses sans compte. Ça existe, évidemment, mais ça demande un peu plus de recherche. Alors, concernant ce vide réglementaire, quand même, il faut détailler 3 mesures internationales qui sont intéressantes. La première mesure, on a eu une charte éthique propulsée par l'UNESCO en 2019, lors de sa conférence de 2019, qui a été reprise à Montréal, ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a eu un deuxième point important qui est une législation européenne il y a 2 mois sur l'encadrement de l'IA. Et il y a 2 jours, c'est le 26 mars, il y a les Nations Unies qui ont voté une charte d'encadrement de l'IA pour promouvoir une IA plus sûre, sécurisée et fiable. Donc on commence à avoir des grandes institutions qui prennent en charge ce domaine-là. Et la France actuellement est en train de se mettre aussi dedans, puisque en novembre dernier, on a 3 députés qui ont proposé une loi d'encadrement de l'IA par le biais du droit d'auteur, qui questionne aussi beaucoup sur la question de qui est le créateur des contenus. Est-ce qu'on est responsable de son contenu? Qui en est responsable? L'utilisateur de la plateforme ou l'entreprise qui propose ce contenu? Et notamment, ça fait beaucoup parler dans le domaine des arts. Et là-dessus, Educarte a des vidéos particulièrement intéressantes sur est-ce que créer avec de l'IA, c'est toujours de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art? Est-ce que l'image finie ou le son fini m'appartient ou appartient à l'entreprise? Voilà, il y a énormément de questions. Et en termes législatifs, on a beaucoup de choses à étudier. Bon, je vais essayer d'être un peu plus concis pour la suite. Désolé. Quel est l'impact potentiel des IA sur le rôle des enseignants en langue étrangère? Ben là, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Pour répondre à la question de Elga Prayoga, pardon. On a des IA qui permettent de générer des voix et de générer des textes dans des langues étrangères. Donc, ça peut être intéressant pour étudier, mais ça peut être aussi quelque chose de compliqué. Un élève qui doit vous rendre un oral, moi j'utilise une interface qui s'appelle Eleven Labs, pour ceux qui connaissent. Et en fait, je peux faire lire mon texte à Eleven Labs avec une voix artificielle. Et honnêtement, je pense que je pourrais piéger la plupart d'entre vous sur la qualité du contenu. On pourrait vraiment croire que c'est une voix humaine. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Va se poser du coup la question pour les élèves de l'esprit critique, de comment je vais analyser ces outils IA, ces contenus générés. Alors, l'esprit critique, en théorie, c'est un domaine qui incombe à tous les enseignants. Je pense qu'on le fait tous dans nos matières à des degrés différents et sur des sujets très variés. Pour moi, l'entrée, elle était par 2 thèmes, c'est l'éducation aux médias et à l'information, donc l'EMI. Alors souvent, qui incombe aux professeurs documentalistes, mais en fait qui est global, hein, qui est une approche globale. Et plus particulièrement dans ma matière, l'éducation morale et civique. Pour revenir sur EduSchool, il y a une très bonne fiche sur EduSchool sur l'esprit critique, alors qui commence à dater un peu, elle est de 2016, mais elle a été remise à jour récemment sur d'autres points, et qui vous explique un peu tous les thèmes sur lesquels on peut aborder l'esprit critique. C'est le schéma que vous avez sur la gauche, et qui indique bien que l'esprit critique, c'est le fil rouge des enseignements et une finalité majeure de l'école, quelles que soient les matières. Ça transcende en fait ce découpage un peu partisan entre matières. Avec le 4e, j'ai commencé par expliquer comment fonctionnaient les IA génératives. Donc la partie algorithmique et choix qui sont faites par les IA. Et ensuite, on s'est intéressé aux sources utilisées par les IA, donc comment elles étaient entraînées, quels étaient les biais qu'on pouvait avoir sur les données d'entraînement, pour ensuite démystifier les IA, leur montrer que bien c'est pas un outil magique, c'est un outil qui est basé sur des raisonnements mathématiques. Et notamment pour ça, il y a un site qui est excellent, qui s'appelle VitaScience, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le tester, qui vous montre en fait que selon les questions que vous posez, les réponses sont des réponses prédictives. Il va trouver des liens les plus faciles entre votre question, les mots que vous avez posés et les mots qui viendraient le plus logiquement après. Je ne sais pas, par exemple, je dis je m'en vais de chez moi, je vais fermer là. A priori, le mot qui sort le plus vite, c'est la porte, c'est pas la piscine. Donc l'IA, elle fonctionne un peu comme ça. Et ce site VitaScience vous permet d'assez bien voir ça. Voilà, pour démystifier l'IA.
Ensuite, la question était d'accéder à des sources fiables et scientifiques. Et là, c'est là où rentre en compte Educarté pour mon parcours EMI avec mes quatrièmes. C'est-à-dire que sur l'IA, il y a énormément d'articles, énormément de choses par des gens qui se disent tous spécialistes là-dessus, ce que je ne suis pas clairement. Mais la question, c'était aussi de poser le débat, de temporiser. En histoire, on le fait beaucoup, et de se dire, OK, quelles sont les informations fiables, les analyses fiables des outils IA pour sortir un peu de ce côté magique et fantastique qu'on pouvait avoir. Et là-dessus, Educarté a des émissions faites par des experts qui permettent vraiment de prendre un peu de recul et voilà, et d'avoir une analyse un peu plus critique. Donc, l'idée, c'est d'avoir accès à des émissions qui sont très variées et surtout qui sont sur les différents aspects des IA et adaptées à tous les âges. Parce que honnêtement, certaines émissions ne sont pas accessibles par des élèves. Voilà pour l'intro. Alors, je vais prendre la suite et puis Valentin reviendra après. Moi, je vais évoquer en fait une séance que j'ai mise en œuvre avec des terminales et en EMC, EMC, EMI. Voilà, donc l'idée, c'est qu'en fait, toutes les disciplines peuvent la mettre en œuvre et pas que. Moi, je suis enseignante en histoire géo, DNL anglais, mais là, c'était en enseignement moral et civique. Donc, tout le monde peut le faire. Donc, j'ai travaillé en fait sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Et comme c'est des élèves de terminale qui partent, qui vont devenir étudiants, que je suis enseignante aussi à l'INSPE et que je vois bien que mes étudiants sont largement déjà sur l'IA, je me suis dit, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, même si je ne suis absolument pas une spécialiste. Et quand j'ai besoin d'informations, je me réfère à Valentin. Donc là, sur l'enseignement moral et civique, je suis revenue sur, voilà, vous voyez que on évoque les conditions du débat démocratique, on parle de la sphère privée, de la sphère publique, de la représentation en politique, etc. Donc là, on va le retrouver aussi, de l'information, de la désinformation. Donc ça rentre dans ce schéma. Voilà, les compétences attendues aussi au lycée, hein, savoir exercer son jugement, identifier différents types de documents, etc. Donc, comme a dit Valentin, hein, c'est toujours l'esprit critique. Donc, je passe. On est aussi en éducation aux médias et à l'information. On est tous concernés, hein, que ce soit les profs documentalistes, mais tous les enseignants, en fait. Et là aussi, en lycée professionnel, nos élèves sont tous les mêmes, hein, ils sont tous sur les réseaux sociaux. Donc, et ils vont tous tester l'IA. Donc, je pense que c'est vraiment très, très important qu'on en parle et qu'on pratique avec eux. Voilà. Dans le cadre du CRCN, là, je suis RUPN dans mon établissement. On vient de faire passer toutes les classes de terminale sur PIX à l'occasion du baccalauréat. Eh bien, c'est très important aussi qu'on les forme à ça parce que ça revient souvent dans l'évaluation PIX, en fait, hein. Voilà, donc là, je reviens, donc c'est le CRCN, hein, donc protection des données. Alors, ma séance, en quelques mots, en fait, je suis passée, j'avais décidé que ce serait sous forme de jeu de rôle. D'habitude, je fais exposé puis débat, donc j'ai 1h15 en lycée, donc c'est très peu, c'est très court. En plus, je les ai de 17 à 18 heures le vendredi soir, donc autant vous dire que c'est fun. Et là, bon, j'avais décidé de faire ça sous forme de jeu de rôle, c'est-à-dire qu'ils aient tous, comment dire, une dimension, une couleur, un domaine. Donc, ça pouvait être, j'ai beaucoup d'élèves qui veulent aller vers la santé, donc ça pouvait être, ils allaient tester, en fait, réfléchir en tout cas sur des IA du point de vue de la santé, de la politique, de l'économie. Je pensais à Christine Lagarde, parce qu'en économie, on utilise aussi l'IA. Voilà, donc j'ai réparti dans un Framacal mes 35 élèves et ils ont choisi, hein, c'est eux qui ont choisi. Et après, je leur ai proposé des ressources, mais surtout des ressources Educarté. Parce qu'effectivement, quand ils vont sur Educarté, d'abord, c'est dans le Gard, le gestionnaire d'accès au réseau. Je suis tranquille, c'est RGPD. Et en plus, elles sont toutes problématisées. Donc, ça veut dire aussi que dans la perspective du grand oral, je veux dire, ils vont tomber sur voilà, des outils intéressants et ils seront susceptibles de poursuivre et de se familiariser avec la ressource, même si certains la connaissent déjà. Voilà, donc j'ai trouvé dans tous ces domaines-là, que ce soit les émissions, les reportages TV, que ce soit les documentaires, que ce soit... Et là, je trouve toujours intéressant Educarté aussi, dans la mesure où il y en a pour tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on peut faire de la différenciation.
Moi, j'ai des élèves là qui vont aller en CPGE, il y a d'autres élèves qui vont aller en BTS, donc j'ai une grande différence entre les élèves. Eh bien, ils ont pu choisir en fonction. Il y en avait, ils ont regardé des émissions de 3 minutes, d'autres de 12 et puis d'autres de 93 minutes. Donc, en fait, chacun a pu choisir en fonction de son niveau, voilà, pour se renseigner. Alors après, je leur avais demandé, évidemment, là, j'avais travaillé, j'avais fait de la différenciation, c'est-à-dire que j'avais 3 élèves qui étaient en charge de mener le débat et avec qui j'ai travaillé effectivement sur les questions à poser en fonction, parce que c'était filmé, en fonction aussi de leur domaine, hein, si c'était de l'économie, etc. Et donc on présentait en fait qu'est-ce que c'était que l'IA, et ensuite on débattait des inconvénients et des atouts. Voilà, et des limites, hein, bien sûr, de l'outil. Voilà, donc c'était la séance. Voilà, donc là, les ressources Arte, de toute façon, Educarte, quand vous allez sur la plateforme hein, et que vous tapez voilà, intelligence artificielle, vous allez trouver, et je vous dis tous euh, les, les types de formats, en fait. Hein. Donc c'est vraiment, et mes préférés, c'est quand même le dessous des images. Je trouve que c'est vraiment très, très pointu. Voilà, donc les intelligences artificielles. Donc les élèves ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin sur Educarte. Voilà. Alors je, je reviens. Donc voilà tous les domaines que j'avais essayé d'aborder, c'est-à-dire que j'avais trouvé des personnages. Je crois que j'avais même mis Kim Kardashian dans les personnages à incarner. Donc j'avais parlé de l'armement parce que certains sont à GGSP. Enfin, j'ai essayé d'aborder tous les domaines et notamment les domaines qui touchent l'orientation des élèves puisqu'ils viennent de finir Parcoursup. Donc l'objectif, évidemment, c'était qu'en s'exprimant, puisque là c'était de l'oral, c'était qu'en s'exprimant à l'oral, eh bien, il réactive en fait les données qu'ils avaient déjà cherchées. Donc, à force, ils avaient bien compris. Le débat était très intéressant. Voilà. Donc ça, c'était pour chercher leur rôle. Ça, c'était la différenciation, en fait, les élèves qui avaient un rôle différent, hein, il y en avait une qui était en particulier une excellente élève. Voilà. Et la séance était filmée, c'est pour ça que j'avais fait mais ça les a un peu coupés dans leur élan, mais là, j'avais fait un document de droit à l'image. Voilà. Donc, je laisse Valentin présenter sa séance. Du coup, pour replacer un peu tout ça, donc en mars 2024, il y a une nouvelle fiche EduSchool sur la page EMI, notamment qui posait la question de toujours l'esprit critique, hein, l'accélération du flux d'informations, et donc toujours cette nécessité d'éduquer les élèves à la citoyenneté numérique. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les élèves ils sont doués dans le domaine numérique, mais en fait on se rend assez vite compte que ils évoluent dans un monde rempli d'applications, donc ils ont plus du tout la partie technique. Ils ont une partie très ergonomique, c'est-à-dire que les élèves, ils ont une appli et le but d'une appli, c'est de pas chercher à comprendre comment ça fonctionne, mais que ça fonctionne. Donc on est sur des élèves qui ont des facilités à utiliser des applis, mais qui n'ont pas forcément ni la compréhension de leur application en tant que telle, ni la compréhension de l'informatique ou de ce grand domaine qui est là, quoi. Donc on a souvent un décalage entre ce qu'ils pensent savoir et ce qu'ils savent vraiment. Donc, ce parcours éducation média, pour moi, c'était une bonne entrée pour l'intelligence artificielle. Je vous ai remis la circulaire hein, de la généralisation et la structuration du parcours EMI. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos académies, mais actuellement, nous, il y a une vraie structuration de l'éducation média avec des référents établissements, des parcours éducation média qui se constituent dans tous les établissements, et puis un vrai pôle EMI qui est parrainé par le CLEMI là, dans chaque académie. Donc c'est quelque chose qui va nous toucher de plus en plus et qui se structure de plus en plus. Pour essayer de créer un parcours un peu cohérent, j'ai créé un parcours avec mes quatrièmes. Alors pour vous donner un peu les classes, j'ai 6e, 5e, 4e, seconde, terminale. Donc j'ai voulu le faire avec les quatrièmes autour des questions de liberté. Ce que je vais vous présenter comme analyse, ça prend place dans un parcours un peu plus large, donc je vous l'avais expliqué. Une introduction au fonctionnement de l'IA. Ensuite, ils avaient réalisé des podcasts sur différents thèmes de l'IA. L'IA et la SF, le fonctionnement de l'IA dans l'éducation et tout ça. Et ensuite, ils ont fait une charte éthique pour leur établissement autour de l'IA, donc pour voir comment ça fonctionne et surtout comment on l'encadre dans l'établissement. Donc qui a été voté et tout ça. Et donc là, le dernier chapitre qu'on est en train de faire ces derniers temps, là j'ai fini ce matin,
c'était quels sont les dangers et biais de l'IA. Et pour ça, je me suis basé sur Educarté parce que je voulais varier un peu les supports et que je voulais surtout des références solides sur les dangers de l'IA et non pas juste des articles un peu biaisés sur l'IA. Donc, Educarté, pour moi, ça rentre pleinement dans le parcours OMI. Pour reprendre un peu ce qu'a dit Perrine, l'avantage, c'est qu'on a des ressources qui sont fiables, accessibles par le médiacentre et donc RGPD. Et ça, c'est quand même un énorme atout, notamment en collège où ils n'ont pas les PC portables, donc on a des difficultés d'accès. Donc au moins, ils passent par l'ENT, ils n'ont pas un nouveau code à rentrer. Enfin, techniquement, c'est quand même un peu plus facile. Cette IA, elle va peut-être faire partie notamment des programmes de MC. C'est ce qui a été proposé dans les programmes de janvier, là, en classe de 3e, CAP et seconde. Aujourd'hui, moi, je l'ai abordé sous l'angle des notions d'engagement, de la responsabilité du citoyen en tant que consommateur, le rôle des médias et puis le rôle de l'information. Parce que c'est devenu une source d'information majeure. On entend parler avec les deepfakes aux États-Unis, notamment dans la pré-campagne. Ça permet aussi, et ça c'est important aussi, étant RPN comme Perrine, de travailler des compétences du CRCN. Tout à l'heure, on m'a demandé ce que c'était, donc cadre de référence des compétences numériques. C'est un ensemble de compétences transversales qui doivent être travaillées par toutes les matières pour permettre aux élèves d'avoir un solide niveau en numérique, pour simplifier. Hein. C'est plus compliqué que ça, mais pour simplifier. Et qui prépare les élèves à la certification PIX de 3e et la certification PIX de terminale, et puis qu'elle soit professionnelle ou générale ou technologique. Ce domaine PIX est en train de se développer, puis il y a un PIX qui existe pour les profs, et il y a un PIX qui va être obligatoire en 6e autour du cyberharcèlement. Là, on est en phase de test cette année, vous pouvez le faire faire à vos 6e, mais l'an prochain, ça deviendra obligatoire. L'avantage aussi, donc, pour revenir sur Educarté, c'est qu'on peut préparer le travail d'analyse des élèves. Donc, on peut créer des extraits. Moi, ce que j'ai fait, parce que mes élèves avaient peu de temps, ils devaient voir 6 vidéos. Donc, j'ai créé des extraits à partir des émissions d'Educarté, et ça, c'est assez facile à faire. Et de cartes mentales pour mettre en commun leurs idées. Donc, j'ai essayé d'exploiter ces deux outils-là avec mes élèves pour pousser un peu la plateforme. La séance est ultra simple. Donc, ils se connectent sur Educarté via l'ENT, ils vont dans ressources médiacentre, ils accèdent à Educarté, ils ont 5 vidéos, donc ce sont les extraits que j'ai créés. Ils doivent expliquer comment l'intelligence artificielle est utilisée dans la vidéo et quels sont les impacts négatifs de cette IA. On est sur un travail de 4e, donc évidemment, c'est pas trop poussé. En 1 heure, ils n'ont pas eu le temps de tout faire, donc j'avais réparti la moitié de la classe prenait les 3 premières et l'autre moitié prenait les 3 dernières, ce qui me permettait ensuite de mettre en commun dans leur groupe. Rien de bien compliqué là-dedans. Donc, ils allaient sur Educarté, ils visionnaient la vidéo, ils complétaient le tableau. Donc, voilà les grands thèmes que j'avais abordés. J'avais pris un extrait du dessous des images dont parlait Perrine tout à l'heure sur les avatars, notamment sur Megan Fox, cette actrice américaine, si je ne dis pas de bêtises, qui s'était posé la question de l'hypersexualisation des avatars quand c'était des femmes qui les faisaient. Donc ça, les élèves, ça les a beaucoup impactés parce que eux, ils créent aussi des avatars avec des IA, pour certains. Et ils se sont déjà rendus compte que côté garçon, on n'avait jamais de nudité, et côté femme, ça arrivait très souvent. Alors, donc la question, c'était d'aborder les biais sexistes dans la création des avatars. Et donc là, ils comprennent assez bien que c'est fait avec des données d'Internet qui sont déjà stéréotypées. Et donc, l'IA, au lieu de faire le tri, elle perpétue et elle accentue ces stéréotypes de genre. Et donc, ils devaient réaliser après, en groupe, une carte mentale par les élèves sur les biais sexistes et l'apprentissage des IA. Encore une fois, rien de bien compliqué. Les deuxièmes, je vais aller un peu plus vite, les deuxièmes ont travaillé sur les émotions et notamment un aspect qui est moins abordé en France parce que c'est bien encadré. L'idée, c'est qu'on peut se créer un ami virtuel IA. Donc, c'est une sorte d'ami que l'on peut, avec un avatar 3D auquel on peut parler et confier ses pensées et tout ça. Donc, sur la durée de l'implication émotionnelle, de la dépendance émotionnelle avec une IA. Le troisième groupe travaillait sur un thème qui est beaucoup plus classique, mais particulièrement intéressant, qui est le crédit social chinois. Pour le résumer en 2 secondes, c'est un système de notation des citoyens assisté par intelligence artificielle qui permet une surveillance de masse, un classement des citoyens en Chine, qui avait été expérimenté dès 2013. Donc là, ça leur montre aussi que c'est plus ancien. Mais qui a été généralisé sur le territoire chinois depuis le Covid. Donc là, sur les usages répressifs des IA, bon, sur la question du féminisme et notamment des préjugés sexistes, là, c'était plutôt sur l'aspect traduction des IA, donc toujours sur les préjugés sexistes dans le monde numérique. Et le dernier groupe travaillait sur un document qui était un peu plus compliqué pour eux, mais bon, qui est quand même abordable, qui est le dessous des cartes. J'en ai pris qu'un extrait.
sur l'intelligence artificielle comme instrument de puissance, avec une analyse spatiale, bon, ça c'est mon côté un peu histoire géo, mais des acteurs publics et privés du numérique et de l'IA, et sur les rivalités géopolitiques autour de l'IA, et notamment les grands géants numériques qui se disputent autour de l'IA. Tout ça a donné, alors j'aurais dû vous le mettre dedans, je l'ai fini ce matin, donc j'ai pas le temps. Tout ça a donné une grande carte mentale qu'ils ont fini ce matin, et l'étape d'après, moi ce qui m'intéressait, c'est pour voir s'ils avaient compris. Ils doivent maintenant former leurs camarades dans le collège. C'est mes experts IA. Donc ensuite, ce qu'ils vont faire là, la semaine prochaine, c'est qu'ils vont devoir ils vont devoir filmer une petite capsule vidéo d'1 minute pour expliquer en quoi l'IA entraîne des biais sexistes, en quoi l'IA est une arme géopolitique. Donc une traduction vidéo de leur carte mentale. Ce qui fait que sur l'IA, ils auront fait de la rédaction sur la charte éthique, des podcasts, une carte mentale et une capsule vidéo. Ils auront fait, pour le CRCN, ils auront abordé quand même beaucoup de thèmes. Et donc, ils vont devoir sélectionner des extraits, les découper, faire la carte mentale, donc ça c'est bon, et ensuite présenter aux élèves la ressource, donc la vidéo, présenter les biais et débattre avec les élèves autour des biais et échanger avec eux, quoi. Voilà pour mon utilisation de l'IA au collège. C'est assez simple, mais bon. On avait prévu de laisser pas mal de temps pour les questions, parce qu'a priori, vous en aviez pas mal. Alors, moi, je vais juste revenir, si tu veux bien, Valentin. J'ai une collègue qui a parlé, en fait, une prof de langue, comment l'utiliser en langue. Et je voudrais revenir sur un scénario pédagogique qu'un collègue à nous, donc Gilles Chamaillou, qui est Yann dans l'Académie d'Aix-Marseille, a proposé. Je crois qu'elle n'est pas encore en ligne, mais en fait, il s'agit de faire réaliser, bon, c'est la ville de demain, mais c'est une image, en gros, à partir d'un prompt, à partir d'une IA. Et j'imagine qu'en langue, ça pourrait se faire aussi. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de faire écrire nos élèves. Alors là, c'est écrire, hein, ça pourrait être parler aussi si c'est en langue, mais bon, pour écrire en tout cas, ça peut être un bon moyen pour que ce soit des profs de français, de lettres, que ce soit des profs d'histoire géo. Ben voilà, on est tous potentiellement des professeurs de français, donc on veut tous faire écrire nos élèves. Donc cet exercice hein, qui va être bientôt sur EduBase, je pense, pouvait répondre à vos questions. Du coup, je remonte un peu dans les questions. Et, je ne suis pas enseignant en France, donc c'était Mathieu Gilbert. Privilégiez-vous ces travaux IA sur tablette ou bien les élèves utilisent-ils leur smartphone? Je dirais que ça dépend du matériel disponible dans l'établissement pour moi. Moi, j'ai pas de tablette par exemple dans mon collège, mais j'ai une salle informatique et j'ai l'avantage d'avoir des ordinateurs portables pour mes élèves les plus jeunes, à partir de la 5e. Si jamais il y a besoin de faire de la recherche sur smartphone en lycée, moi, il n'y a aucun problème. En collège, c'est plus difficile à encadrer pour moi. Mais ça dépend, j'imagine, de votre situation. Alors, je viens de mettre en ligne là, sur le site de l'Académie de Toulouse, par exemple, je pense au lycée pro. Alors, c'est de l'EMI, c'est pas forcément avec l'IA, mais potentiellement une séance sur les Jeux Olympiques avec que des QR codes. Donc, l'objectif, c'était que les élèves utilisent leur téléphone volontairement pour qu'ils aillent sur des sites classiques en fait de médias en ligne. Comme ça va biaiser leurs algorithmes. Non, je plaisante en fait. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais l'idée c'était qu'ils utilisent le QR code et donc tout à fait avec les téléphones portables, c'est tout à fait faisable. Il y avait une question de Camille Denis. Quel était précisément le sujet du débat? Y avait-il une question? Ça, c'est pour toi, Perrine. Ah oui. Alors là, faudrait que je revienne en arrière parce que je l'ai faite en janvier. L'idée, c'était de travailler sur les atouts et les limites de l'IA dans la société d'aujourd'hui, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est pour ça qu'ils avaient des rôles. Donc, ils pouvaient être Elon Musk, ils pouvaient être. J'avais invité Charles III, j'avais invité, beaucoup. Donc, c'était très vaste. C'était très vaste. C'était qu'est-ce que l'IA? Quelles sont les potentialités et quelles sont les limites, les dangers, en fait? Je réagis au message de Nicole Larose sur les élèves de lycée pro. Oui, c'est clair que c'est transversal, hein. Collège, lycée pro, hein. On a une vraie question d'éducation aux médias et ça concerne, à mon avis, tous les élèves. Plus on le fait jeune, mieux c'est. Mais là, il n'y a pas urgence, mais il y a du travail, quoi. Je regarde les autres pour questions. revenir aussi, moi je me suis aperçue aussi, il faut se faire confiance hein, parce que je suis pas une spécialiste comme Valentin, mais à l'INSPE j'ai des étudiants et je me suis aperçue effectivement qu'ils utilisaient l'IA pour faire leur mémoire, certains en tout cas, mais en fait on le voit aussi.
Et quelque part, l'élève qui va très bien utiliser l'IA, c'est qu'il a réfléchi, qu'il a revu son prompt, bref, qu'il y a eu un travail en fait préalable. Donc, moi, quelque part, bon, s'il sait bien utiliser, le tout, c'est qu'ils utilisent bien l'intelligence artificielle. C'est comme tout outil. Mais effectivement, comme a dit Valentin, je pense que ce sur quoi il faut être très vigilant, mais les profs de langue, ils sont confrontés depuis longtemps, mais c'est le travail maison. Là, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on donne comme travail maison, comme travail personnel. Voilà, et effectivement. Après, sur le travail maison, on peut aussi prendre le parti inverse de se dire, bon, mais ok, tu peux le faire avec de l'IA, mais tu es honnête et tu me dis quelle partie tu as fait avec de l'IA, comment tu as mené ta stratégie. Là, du coup, on n'étudie pas tellement des compétences, et en même temps, c'était déjà difficile avant. Il pouvait y avoir un grand frère, une grande sœur, un parent qui aidait. Mais c'est quelle stratégie tu as menée, comment, est-ce que tu en es satisfait, qu'est-ce que tu as amélioré. Il y a vraiment un travail à mener là-dessus, à mon avis, même pour des devoirs maison. C'est juste une autre façon de l'aborder, quoi. Le vieux devoir maison où on rédige entièrement à partir du cours ou de ce qu'on retient, c'est plus possible, mais depuis Internet. C'est pas juste l'IA qui a changé ça, à mon avis. Une question de Tariq Zougar. Quelle IA choisir pour un enseignant parmi toutes celles qui sont proposées? Je ne sais pas trop comment y répondre. Ça dépend quel domaine, ça dépend quelle utilisation. Il faudrait qu'on en rediscute plus longuement. Est-ce que les vidéos seraient utilisables d'une sur l'autre? Les vidéos EduCarté? Oui. Oui. Ouais, c'est pérenne, hein, c'est l'avantage. Oui. Je pense que c'est l'avantage par rapport à une rediffusion d'Arte, c'est que au moins elles sont pérennes et elles sont problématisées et accompagnées de fiches. Enfin, pardon, je te laisse la parole. Effectivement, ouais, pour faire peut-être juste une petite réponse là-dessus, on acquiert les droits, nous, pour un usage pédagogique. Donc, ça veut dire que vous avez le droit de regarder la vidéo vous-même tout seul pour préparer des cours, de la projeter en classe, de demander aux élèves de la regarder chez eux. Et les vidéos on essaye de les acheter en général pour 3 ans minimum. Et donc, c'est effectivement la différence avec ce que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube ou sur arte.tv, où la plupart des contenus ont une durée de vie de 3 ou 4 mois. L'idée, c'est que nous, on les propose de la manière la plus pérenne possible. Bien sûr, parfois, il y a des droits qu'on doit perdre, etc. Mais la plus grosse partie des vidéos, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment construire vos séquences autour d'une vidéo et pouvoir la réutiliser l'année d'après si vous le souhaitez. Je rebondis sur la question d'Éric Courcade sur quelle activité préconisez-vous avec EduCarté pour les cours de français en collège et lycée. Et je pense que là-dessus, vous pouvez aller les yeux fermés vers les fiches de travail d'EduCarté qui vous permettent en fait d'avoir déjà une idée de ce que vous voulez faire avec. Peut-être pour vous approprier un peu la plateforme et ensuite faire vous-même vos activités s'il y a besoin. Mais vous avez ce support pédagogique, à mon avis, qui est intéressant. Comment faire pour gérer les devoirs maison générés par l'IA? Au niveau de sa correction, par exemple, je suis professeur d'anglais, grand débat. Bah oui, j'imagine. Perrine, une idée? Je vois bien aussi avec mes enfants, hein, mais je ne sais pas si je donnerais ce type de devoir à faire aux élèves. En fait, ce que j'essaye toujours de faire en DNL anglais, par exemple, c'est qu'ils aient à partir, transposer un langage dans un autre, hein, ça se fait aussi en géographie, mais qui ait une compétence à travailler. C'est-à-dire que, par exemple, ils aient à faire un dialogue. Donc, ils vont partir d'un texte et ils doivent le transformer en dialogue. Ou alors, ils doivent partir d'un audio et ça peut être d'une vidéo d'EduCarté et le transformer en dialogue. Donc, il y aura quand même un travail qui sera fait préalable. Mais c'est sûr que juste écrire, ils vont tous utiliser Reverso ou Google Traduction. Alors, ça dépend ce qu'on souhaite. Si c'est, parce qu'il y a des choses bizarres hein, sur Google Traduction, on le sait tous. Voilà, on peut avoir des surprises. Donc, ça dépend quel est l'objectif du professeur de langue quand il va travailler cet outil, quand il va travailler avec cet outil. Mais il faut qu'effectivement, l'élève va l'utiliser. Donc, un dialogue, ça permet qu'il soit quand même, peut-être qu'ils vont être obligés de le travailler à plusieurs. Peut-être que, voilà, il va y avoir, peut-être que c'est un écrit oralisé. Donc, je pense qu'il y a, voilà, il faut faire entrer d'autres compétences, à mon avis. Sinon, il faut le faire en classe. Hein. L'écrit, à mon avis, ouais. Quitte à ce qu'il soit très court, hein, pour pas que ce soit chronophage, mais les écrits à la maison, il faut savoir pourquoi on les fait. Hein, voilà. Et comme dit Valentin, avant, c'était les parents, avant, c'était les grands frères et sœurs. Donc, ça a toujours posé problème. Surtout qu'il y a des sortes d'outils vendus comme magiques là, pour détecter de l'IA. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé 0GPT ou des choses comme ça.
Honnêtement, c'est pas fiable ni efficace. Je l'avais fait avec les élèves pour leur montrer. Vous faites générer par ChatGPT un texte, vous lui demandez de rajouter des fautes d'orthographe et de faire pour un niveau d'un certain élève. On va passer de 90% de détection à quasiment zéro. Et honnêtement, il y a une question aussi éthique de notre part. Est-ce que si 0GPT me dit à 86% c'est de l'IA, je peux dire à un élève, mais t'as zéro parce que c'est du plagiat. On ne sera jamais complètement sûr. Donc il y a là-dessus, Après, honnêtement, ouais, je repense au texte d'anglais. Il doit y avoir moyen aussi de donner un texte anglais, une traduction, enfin en langue, une traduction en français, et puis sur le vocabulaire, le champ lexical, travailler en classe à ce moment-là dans la séquence, peut-être de voir que ça a été mal traduit. Ça peut être très intéressant d'élaborer une pensée critique pour nos élèves vis-à-vis de la traduction. Euh, je pense qu'il y a plein d'exercices à faire qui peuvent être très intéressants dans ce domaine-là. il y a Katia Dubourget qui nous met que c'est déjà présent dans le programme de techno en cycle 4. C'est tout à fait vrai. Hein. J'avoue que moi, je suis pas enseignant de technologie, mais c'est déjà abordé avec les élèves. Euh, mais ça, je pense pas que ça empêche de l'aborder sous d'autres formes dans d'autres matières. À mon avis, c'est complémentaire. Mais il y aura une vraie corrélation à faire, enfin une sorte de, pas de pays, mais de corrélation à faire entre les matières pour l'encadrer mieux et l'aborder encore davantage. Mais oui, oui, c'est vrai, c'est déjà présent dans les programmes. Hein. Comment accompagner l'usage de l'IA pour préparer des débats en terminale sur la démocratie? Ça, c'est pour toi. Ben, pareil, hein, bon, donc bah là enfin, on réfléchissait justement à la liberté d'expression, voilà. Bon, bah, on peut leur demander de créer, par exemple, si c'est un jeu de rôle, de créer un personnage qui serait créé avec de l'IA. On peut leur demander d'utiliser et de critiquer. Ça peut déjà être ça peut déjà être une utilisation, ou alors, ben, de travailler sur les ressources éducartées, sur la démocratie, voilà, et les menaces que fait peser l'IA sur la démocratie avec tout ce qui est désinformation actuellement. Voilà. Je pense qu'il y a en tout cas sur l'éducarté, il y a plein de choses dans ce domaine-là. Avec la Russie, avec toute la désinformation, la campagne électorale aux États-Unis, tu en as parlé aussi. Là, avez-vous des ressources sur les impacts écologiques des utilisations de l'IA, consommation de serveurs? Là, c'est vrai que c'est une question qui est compliquée, qui est un peu encore peu étudiée. Enfin, si, elle est très étudiée, mais c'est difficile à quantifier parce qu'on est sur des serveurs qui ne servent pas forcément qu'à de l'IA. Donc, il y avait une étude d'une université américaine il y a 2 ans sur la consommation d'eau des serveurs. Je vous la retrouverai si vous voulez. Mais à part ça, on a assez peu de choses. Tout le monde est d'accord pour se dire que ça consomme beaucoup trop, que c'est notamment sur la phase d'entraînement. Il y a certains documents sur les phases d'entraînement de l'IA ChatGPT, mais on n'a pas une vision plus globale ou comparative. On est encore au début de ces analyses-là sur les IA génératives. Et ce genre d'étude est assez long, donc on aura sans doute des résultats dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est encore assez léger sur cet aspect-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas abordé avec mes élèves d'ailleurs. Alors que c'est quand même un impact important, évidemment. Quelle IA pour l'élaboration des cours, l'évaluation, l'accompagnement et le suivi des élèves? Je suis enseignant en lettres, merci. Perrine? Bah, toujours pareil, donc enseigner aux élèves, bon, la pensée critique, on en a parlé. Après, il y a les jeux de rôle, donc où ils peuvent utiliser peut-être l'IA pour créer un rôle, un personnage. Après, on n'en a pas parlé, Valentin, mais il y a tout ce qui est, tu es plus spécialiste, mais tout ce qui est construction de quiz. Je vois que mes étudiants, ils le font Ouais, c'est déjà. chouette. Donc, Ouais, ouais. euh, voilà, évidemment, pour construire des quiz, après, avec des heures et des malheurs, hein, parce que c'est pas toujours la formulation. Bon, il faut y revenir. Donc, moi, je trouve que c'est un peu chronophage, mais bon. Euh, voilà, mais peut-être que tu veux rebondir là-dessus, parce que pour faire Mais des on cuisinières n'aura pas ou le temps de tout faire. Si jamais vous voulez aller voir, je me fais de la promo, mais ça me rapporte rien du tout, je préviens. Sur le site de la DRAN, on avait fait une semaine des pédagogies actives et j'avais présenté 2 ateliers sur le chatbot et sur la création de cours avec de l'IA. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez. Ce sera peut-être plus efficace. C'était notamment pour créer des quiz, tout à fait, et puis des outils de révision pour les élèves. Mais là, ouais, les fiches, honnêtement, on a l'outil de révision, ouais, c'est très bien. Après, j'ai mes élèves aussi, ils utilisent, enfin voilà, Canva. Il y a plein de plateformes qui utilisent maintenant aussi l'IA, donc et qui génèrent des images. Et ça donne, on peut aussi, parce que là aussi, ça peut s'utiliser en français ou je pense en langue, en espagnol. Enfin là, c'était sur Fidel Castro.
voilà, Fidel Castro qui discute avec Donald Trump, par exemple, hein, bon, on peut générer n'importe quelle image, en fait. Et après, il s'agit on peut demander aux élèves d'être critiques vis-à-vis de ça. Après, on voit bien que les images, elles sont toujours pas très bien finies au niveau des détails, des mains, etc. Donc, ça peut être très intéressant de décrypter les images avec eux de manière pointue, comme on le ferait aussi avec une caricature, hein. Et je pense que là, c'est Exact. tous les professeurs, hein. Voilà, c'est pas que le prof d'histoire géo. Pour Alain, il y a beaucoup de questions. Alors, est-ce que Elga, pour Elga, la question d'Elga Prayoga, pardon, est-ce que 0GPT est fiable? Non. Voilà. Philippe Henry, un livre conseillé pour apprendre à enseigner les prompts. Juste pour ma part, il y a énormément de livres qui sont sortis sur l'IA actuellement. Il y en a un sur enseigner avec l'intelligence artificielle qui est assez bien, dont le nom m'échappe pour l'auteur. Il faudrait faire une bibliographie qu'on vous enverra. Mais il y a beaucoup de gens qui se prétendent experts sur les prompts et c'est tout et n'importe quoi. Donc, je pense que le mieux, c'est d'essayer vous-même les prompts. Honnêtement, il n'y a pas forcément une formation plus adaptée qu'une autre. Ça dépend de vos objectifs, j'imagine. Anne-Lise Jeanne Grandet, ou Jeanne Grande, je suis professeur de philosophie, j'ai abandonné le DM rédigé, tout se fait en classe, cela prend donc des heures de cours, je ne vois pas d'autre solution. C'est un peu ce que disait Perrine, hein. Moi je suis d'accord qu'il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. Et du coup, autant gagner du temps sur la préparation de cours ou sur d'autres étapes, à mon avis. Il faut le voir comme ça, on va devoir compenser ailleurs. Denis Sestier qui complétait ton propos en disant que il avait proposé à ses élèves une correction générée par ChatGPT d'un DS et qu'il devait le critiquer. Je résume, Denis Sestier, ce que vous disiez, mais et qui était intéressant sur l'esprit critique. Oui, à mon avis, ça peut être intéressant, ça aussi, hein, une analyse de travail fait par ChatGPT. Ouais. Alors, ce que j'ai fait là pour mes études, j'ai utilisé donc Compilatio, moi, comme outil sur l'INSPE que je découvre là cette année dans l'ENT de la fac. Et je l'ai montré à mes terminales aussi pour leur montrer. Alors, je leur ai montré 3 mémoires que j'avais anonymées d'étudiants et pour leur montrer que, en fait, ça se voit quand même assez vite quand c'est de l'IA. Même si effectivement, on peut rajouter des fautes, etc. Mais c'est intéressant de montrer ça aux élèves aussi, même si ce sont des outils avec des limites. Mais quand même, hein, moi je pense, faites-vous confiance de ce point de vue-là. On a de l'expérience, donc on n'est pas non plus, voilà, on n'est pas né de la dernière. C'est surtout qu'on voit assez vite le décalage avec ce qui est fait en cours, quoi. Pour être honnête, c'est toujours le même problème sur les DM. L'élève à un certain niveau en classe, il ne va pas tripler en termes de connaissances entre chez lui et là. Nicole Larosse qui nous dit en lycée pro, il y a bien longtemps qu'on a abandonné les DM. Bah oui, l'écriture collaborative est bien plus efficace. J'en suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec ça. Ex-Marseille, Julien Beda. Oui, ben Ex-Marseille, hein, ils ont fait la semaine dernière une énorme conférence sur l'IA avec Romain et Laetitia notamment. Oui, il y a du lourd là. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Sinon, après, c'est des conseils de bibliographie. Donc, je crois qu'on a fait le tour de tout le monde. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Autre forme d'évaluation que les QCM. Oula, ouais. Sommes-nous voués à disparaître? Non. Pas plus qu'avec Internet ou que la marche à pied quand il y a eu des voitures, à mon avis. C'est une nouvelle modalité, mais ça va pas nous remplacer. Notamment sur l'esprit critique. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est pas intelligent, ça réfléchit pas, c'est prédictif, algorithmique, ce qu'on veut, plus ou moins perfectionné, mais il n'y a pas ni de créativité, c'est vrai que je suis pas sérieux sur la créativité, ni d'analyse, ni de mise en situation forcément. Donc non, on n'est pas voué à disparaître. Et à mon avis, au contraire, on est d'autant plus essentiel depuis qu'il y a l'IA. Ouais. Ils ont besoin de références un peu stables et fiables, les élèves, dans ce monde-là, quoi. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un nouveau challenge et c'est super intéressant et on va devoir s'adapter et c'est très bien. Voilà. Après, moi, clairement, à mon avis, il ne faut pas passer non plus au travers, quoi. Il ne faut pas se dire, je vais fermer les yeux, ça va disparaître. Parce que non, des séances histoire géo, là, si vous allez sur EduBase, sur EduScol, puisque c'est le site qui recense tous les scénarios pédagogiques avec du numérique, vous allez trouver des séances dans toutes les disciplines. Voilà. Et sinon, moi, je vais souvent regarder chez les Québécois et les Canadiens, parce qu'ils sont quand même très en avance du point de vue didactique. Enfin, moi, c'est les webinaires que je regarde, c'est sur beaucoup pour apprendre sur... Voilà, je vais au Canada. Donc, 0GPT n'est pas fiable. Quelle est votre suggestion? Ben, malheureusement, notre analyse, ce que disait Perrine, se faire confiance en tant qu'enseignant,
varier les modalités, à mon avis. Et bon, quand même, on connaît nos élèves. Peut-être qu'au premier devoir, on pourrait se faire avoir. Et honnêtement, les élèves, quand on s'en rend compte, moi, la majorité sont honnêtes. Ils me le disent, hein, que c'est pas que c'est fait par de l'IA. Et donc là, il y a une vraie question aussi. Il y a des logos IA faits par l'IA ou aidés par l'IA qui sont apparus, comme Creative Commons un peu. Et ça, ce serait intéressant de le faire avec les élèves pour qu'ils soient honnêtes sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Ou leur démarche, quoi. Comment ils sont arrivés à ce résultat. C'est là-dessus que je vais travailler, je pense. Et oui, tout à fait, ouais, Dominique Laure, sur les limites de l'IA. Oui, c'est pas un outil magique, hein. Et honnêtement, c'est beaucoup plus difficile de faire une requête sur de l'IA que sur un moteur de recherche, parce qu'il faut quand même bien formuler ce qu'on veut. Notamment quand on crée une image, sur des générateurs d'images ou de quiz, il faut être très très précis sur ce qu'on veut. Et donc, il faut quand même que l'élève ou l'enseignant ait une idée très précise de ce qu'il veut, quoi. C'est pour ça, tu as raison, Valentin. Je pense que pour les professeurs, bah, on est tous des professeurs de français finalement, hein, mais notre objectif, c'est que les élèves sachent rédiger. Et je pense que rédiger un prompt, apprendre à rédiger, bah, quelque part, ils vont devoir écrire, effectivement. Et être précis dans leurs demandes, utiliser un vocabulaire, voilà, des notions qui sont, et ce sera intéressant. Ouais, en français, enfin en français ou en langue de manière générale, le potentiel est énorme quand on y pense. Il faut s'y adapter aux modalités, mais à mon avis, c'est fantastique quand même, tout ce qu'il y a à faire. Oui, il faut aussi préciser ce qu'on ne veut pas, oui. Il y a un super que ça, vous devez s'entraîner à refaire une image en 3 prompts. Ah, le nom m'échappe. Peut-être qu'un collègue l'aura. Vous avez une image qui apparaît toutes les 15 minutes. Et il faut formuler son prompt en maximum 300 caractères et retrouver la même image. Vous avez un pourcentage de précision, quoi, par rapport à votre chose. Et ça peut être intéressant pour qu'ils arrivent à bien décrire des images, les élèves. Bon, enfin, il y a plein de choses possibles. Générateur d'images, alors, en gratuit, il y a Crayon, qui est bien. Il y a Bing Creator, qui est bien. Et en payant pour les profs, il y en a un qui est fantastique, c'est Leonardo AI. Il est utilisé dans le jeu vidéo. Vous avez 150 crédits par jour. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez faire des photos réalistes. Moi, je fais avec ça. Et il y en a un autre qui est bien, c'est Adobe Firefly. Après, il y a Midjourney et Dali, mais Dali, vous y avez accès par ChatGPT. Et Midjourney, il est payant. Voilà. Moi, j'aime bien Leonardo. Merci beaucoup, Perrine et Valentin. C'était vraiment très intéressant. Vu le nombre de questions dans le chat, je pense que tout le monde a trouvé ça très intéressant aussi. Je vous souhaite du coup toutes et tous une bonne soirée. Et il y avait quelques questions aussi sur Educarté dans le chat. Ce que vous pouvez faire, en tout cas, au-delà des questions d'abonnement, c'est que le site est accessible de manière ouverte. Donc, vous pouvez tout à fait aller naviguer sur le site, voir les fiches dont on a parlé là pendant la présentation. C'est simplement au moment de visionner les vidéos qu'il vous faudra un compte. Et là, donc, vous pouvez vous rapprocher soit de votre professeur documentaliste, soit du référent des ressources numériques dans votre établissement si vous avez des questions là-dessus. Et sinon, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine et de belles découvertes autour de l'intelligence artificielle et sur Educarté. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.